Merci beaucoup à la Fédération nationale Solidarité Femmes qui a été créée en 1987, il y a très longtemps, et donc on entendra des représentants de Solidarité Femmes tout à l'heure. Merci beaucoup à elle parce que c'est notamment elle qui accepte de switcher d'intervention. On a pris beaucoup de retard, voilà, je vous le dis, mais ça va aller. Et on va essayer d'en rattraper un petit peu. Alors on était du côté des victimes, on va maintenant passer, si j'ose dire, du côté des agresseurs. Les agresseurs, ce sont des hommes, à 89%, faut le redire encore et encore, dans la situation des violences au sein du couple. Pour en parler, je vous propose d'accueillir notre prochaine invitée. Qu'est-ce qu'on peut dire des modes opératoires de ces agresseurs? Quels éléments de psychopathologie permettent le repérage de leur personnalité? Elle est psychologue clinicienne, spécialiste de la prise en charge des auteurs de violences et membre permanent de la CIVIS, la commission sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, qui vient de rendre son rapport. Elle va nous apporter son expertise sur ce sujet de la stratégie des auteurs. Merci d'accueillir chaleureusement Linda Tromeleux. Prenez donc le micro blanc. Ouais. Bonjour à toutes. Donc effectivement, je suis Linda Tromeleux, je suis psychologue de formation, également thérapeute familiale, et puis je suis également thérapeute EMDR. Quelques mots avant de vous parler des agresseurs, pour que vous compreniez aussi depuis quel champ d'expérience je vais vous parler. J'ai longuement travaillé dans le secteur de la protection de l'enfance, donc en institution, d'abord en foyer, puis en service de placement familial. C'était il y a... j'ai commencé ces activités-là il y a plus de 20 ans maintenant, après un cursus universitaire classique. Alors je découvrais à l'époque, non pas les violences, je savais que cela existe, mais je découvrais à l'époque l'ampleur des dégâts, l'ampleur des conséquences, à la fois sur les enfants très jeunes, sur les enfants devenus plus grands, et bien sûr je découvrais l'ampleur des dégâts sur les femmes. Je faisais un autre constat, désagréable, mais celui-là je pouvais m'en accommoder, en tout cas j'ai tâché de m'en accommoder et d'y remédier. Le constat qu'après 5 ans de formation universitaire, je n'étais absolument pas formée sur le sujet. Ça a évolué, mais pas suffisamment encore. Donc j'insiste sur le champ de la formation qui doit évoluer encore et toujours, et qui devrait s'inscrire dans une idée de formation continue, y compris tout au long des formations universitaires, enfin, quelles qu'elles soient. Donc je n'étais pas formée ni au repérage, ni au décryptage, ni à la compréhension de ces tableaux cliniques massifs qui étaient une entrave dans le développement des enfants. Et alors, j'étais encore moins formée sur le repérage, le décryptage, et je vais le dire comme ça, de manière peut-être un peu provocante, encore moins formée à la prise en charge et à la neutralisation des agresseurs. Parce qu'ils font déployer de l'énergie et de la stratégie pour lutter contre leurs stratégies à eux, qui sont des stratégies délictuelles et criminelles. Parce que c'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors vous aurez compris, tout le cœur de ma clinique va vers les victimes, encore aujourd'hui. Et tout le cœur de ma clinique et de mon exercice va aussi pour les équipes. Je sillonne la France pour mettre en place ce que l'on appelle l'analyse des pratiques professionnelles ou les supervisions. Vous n'êtes pas sans savoir que ce type d'activité quotidienne comporte des risques, y compris pour les professionnels. Le stress post-traumatique, les stress aigus, auxquels nous faisons face, nous, quotidiennement, n'est pas sans impact pour nous, et les équipes ont besoin donc de votre côté, de recul, qui permettent, j'espère, d'optimiser les prises en charge et surtout les stratégies de protection en direction des sujets victimes. Alors, je vais vous parler des agresseurs. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis sollicitée sur la question des agresseurs? Eh bien parce que là où j'avais orienté ma pratique, ma clinique
surtout des formations, parce qu'il a fallu que je me forme après l'université pour la prise en charge des sujets victimes. Eh bien, j'ai rencontré l'administration pénitentiaire. Alors ça, c'était pas du tout prévu à mon programme. Et comment pourrais-je vous le dire avec un peu d'humour? Ben, finalement, c'était heureux. Parce que ça m'a donné l'occasion, dans un cadre différent, de rencontrer des agresseurs. Et donc, je collabore depuis plus de 20 ans à la prise en charge, alors à la fois en individuel de certains de ces agresseurs, mais surtout, je collabore à la mise en place de ce que l'on appelle les programmes de prévention de la récidive. Et j'ai eu la chance de participer à la mise en place de programmes plutôt longs. Là où la grande tendance actuelle, c'est de les contraindre, alors ce qui est une excellente chose, hein, à être immergés dans des programmes courts, des programmes de 2 jours, 3 jours, alors parfois 5 jours. Mais enfin bon, il s'agit de délinquance et de criminalité, donc inutile de vous dire que c'est complètement insuffisant. Et que ces programmes courts devraient absolument être suivis d'autres programmes collectifs, parce que je pense que les prises en charge groupales pour les agresseurs ont des effets que l'on ne peut pas tout à fait obtenir, voire pas du tout obtenir en prise en charge individuelle, mais il faudrait qu'il y ait des programmes groupaux beaucoup plus longs. Voire l'idéal serait qu'il existe ce que l'on appelle des groupes ouverts, c'est-à-dire qui dureraient finalement autant que nécessaire. Peut-être l'occasion de vous dire que, en matière de prise en charge d'agresseurs, il est nécessaire qu'il y ait de l'articulation des différents champs de compétences. C'est-à-dire qu'il faut à la fois des prises en charge éducatives, sociales, il faut évidemment des prises en charge psychologiques, médicales, psychiatriques et évidemment les prises en charge, si je peux parler ainsi, judiciaires, sont nécessaires. Le traitement pénal ne peut être occulté en matière de délinquance et de criminalité, ce qui va forcément nous convoquer dans nos obligations de signalement quand nous savons que des mineurs sont victimes et dans notre responsabilité à signaler lorsque nous évaluons que les femmes ne sont absolument pas en capacité de se protéger. Tous les jours, je rencontre des professionnels qui me disent « Mais oui, Madame Tromeleux, j'ai signalé. » Ah bon? À qui? À la CRI, au juge des enfants. Donc, je rappelle ce matin que les faits à caractère d'infraction sont à signaler au parquet. Alors, je vais vous parler de la personnalité des auteurs de violences au sein du couple, mais je suis extrêmement habitée par la question des auteurs de violences, pas seulement au sein du couple, en intrafamilial aussi, parce que dans ces couples-là, il y a très souvent des enfants. Donc, vous parlez de femmes victimes, c'est aussi vous parler d'enfants victimes de violences quotidiennes. Je suis également habitée par l'expérience de la prise en charge des agresseurs sexuels. Parce que, vous le savez bien, il y a des agresseurs au sein du couple qui commettent aussi des violences sexuelles. Alors vous parlez personnalité, c'est vous parler aussi fonctionnement. Et donc à chaque fois que je vais parler personnalité, c'est presque dans le fond vous parler du mode opératoire que Mélanie Voyer vous a particulièrement bien décrit aussi, en vous parlant de ce qui se passe du côté de la victime. Et puis je vais vous donner ce matin un petit peu de jargon psychologique, parce que moi je me suis rendu compte en commençant que j'avais un certain nombre de stocks lexical en matière psychologique, et je me suis aperçue quand même que certains concepts ne m'avaient pas été transmis de manière à comprendre les processus de délinquance et de criminalité. Notamment au sujet des auteurs de violences au sein du couple, il est dit qu'ils souffrent, hein. Ils présentent un trouble narcissique. La littérature parle beaucoup de failles narcissiques. Et je vais beaucoup insister sur les mots. Les mots ont de l'importance. Parce que lorsque les mots ou lorsque les concepts ne nous sont pas expliqués, ou lorsque nous avons le tort dans des expertises de ne pas expliquer ces concepts-là, alors que font
les lecteurs, travailleurs sociaux, psychologues, magistrats, eh bien, ils font avec leur stock lexical qui est relié à leur champ de représentation, qui est lui-même relié souvent à des représentations dont on pourrait penser qu'elles sont communes. Or là, le risque en matière de délinquance et de criminalité est de se fier à des représentations communes qui sont à côté du problème. Alors le trouble narcissique, c'est quoi? Parce qu'on a tous un narcissisme. Le narcissisme, c'est un socle, si je fais très court ce matin, c'est un socle identitaire. C'est un socle qui recèle des valeurs, des idées, des principes, des projets d'avenir. C'est aussi ce socle identitaire qui nous permet de réaliser à bien les projets d'avenir que nous souhaitons. Et puis surtout, ce qui ne nous est pas transmis suffisamment au sujet du narcissisme, eh bien lorsqu'il est suffisamment bien dosé, le narcissisme, alors là c'est un petit peu difficile parce qu'il y a une estrade, mais lorsqu'il est suffisamment bien dosé, eh bien le narcissisme me permet de vous reconnaître comme alter ego, et en principe, il vous permet de me reconnaître comme alter ego. Et ce qui s'installe, c'est une relation de nature égalitaire. Je vous reconnais dans ce que vous allez comporter de semblable, mais je vais aussi vous reconnaître dans ce que vous comportez de différent, et je vais pouvoir le vivre comme une richesse. Et dans cette scène égalitaire, relationnelle, évidemment, il y aura des moments où nous ne serons pas d'accord. Mais j'insiste sur un point, nous serons d'accord pour être en désaccord. C'est ce qu'on appelle le conflit. Et le conflit n'est pas interdit par la loi. Et le conflit se réglera par la parole. Alors peut-être que si la crispation a été importante, il va nous falloir quelques jours, sans se voir. Mais on se retrouvera et on s'en parlera. Le narcissisme, lorsqu'il est troublé, lorsqu'il va mal, lorsqu'il est dysfonctionnel, il ne permet pas de reconnaître l'autre comme un alter ego. Ce qui ne signifie pas pour autant que celui qui présente un trouble narcissique ne sait pas quels sont les besoins des autres. Il y a cette confusion à ne pas faire. Mais donc l'autre ne va pas être perçu comme un alter ego. L'autre est relégué à une place instrumentale. Vous l'avez dit, et déjà extrêmement bien dit. L'autre est un objet. J'en fais tomber ma bouteille. Et la relation qui s'installe est une relation asymétrique. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme cela. J'aimerais pouvoir vous dire autrement, moi, ce matin, ou à chaque fois que j'interviens. Dans cette relation va s'installer extrêmement rapidement une prise de pouvoir. Il est systématiquement question de pouvoir, de domination et de contrôle. Donc c'est ça que nous devons comprendre dès lors que nous voyons écrit dans une expertise trouble narcissique. Alors ce qui va de pair et ce qui est caractéristique d'un narcissisme dysfonctionnel, c'est l'égocentrisme. Et si l'on est extrêmement connecté à soi, parce que travailler tant avec des sujets victimes qu'avec des sujets agresseurs, ça nécessite d'être extrêmement connecté à soi. Ça nécessite aussi d'avoir remis en question un certain nombre de concepts. L'écoute flottante, la neutralité bienveillante, l'attente de la demande. Alors, vous voyez, je le fais exprès. Là, mon corps se tasse. Parce que je n'habite plus la question ou la relation de la même manière avec ces concepts-là. Donc là, ce sont des concepts qui demandent à veiller bien et à veiller avec précision, attention. Ce sont des questions qui nous demandent à observer extrêmement précisément ce qui va se passer dans la relation. Et donc, si on est très connecté à soi et donc connecté à l'autre, si on a ouvert toutes nos oreilles, eh ben on va repérer assez facilement ces sujets qui présentent de l'égocentrisme. C'est-à-dire que ce sont des sujets qui vont toujours tout ramener à eux. Vous essayez de leur parler de leurs enfants, ils vont vous parler d'eux.
vous essayez de leur parler de leur épouse, ils vont ramener les choses à eux. L'autre n'existe pas en tant que tel. Il ne sert que comme un instrument. Ça, c'est l'égocentrisme. Ça veut dire que dans l'intrafamilial, ce sont des sujets qui vont organiser la vie, si tant est qu'on puisse parler de vie, autour d'eux. Rien qu'autour d'eux. Selon une satisfaction de leurs besoins. Et rien que leurs besoins, rien que leur attente, rien que leur conception du monde. Pas autre chose. Ce qui va de pair, c'est la rigidité. Vous pouvez relier, hein, trouble narcissique, égocentrisme, rigidité. La rigidité, comment elle se manifeste? Tout simplement. Ce sont des sujets qui ne se remettent pas en question. Mais comme il y a différents profils d'agresseurs, eh bien avec certains, c'est flagrant, c'est très net, ça vous saute aux yeux. Et avec d'autres, ça va nettement moins vous sauter aux yeux. D'ailleurs, il y a plus de 20 ans, quand il m'a été proposé de faire de la sélection d'agresseurs, je vais le dire comme ça, c'est-à-dire de les rencontrer avant et après leur immersion dans les programmes de prévention de la récidive, eh bien j'ai refusé de le faire seule. J'avais déjà quelques... comment dire, je commençais à être formée à l'approche systémique, ça je ne vous l'ai pas suffisamment dit, hein, je suis formée à la psychanalyse, je suis formée à la systémie, bon, je vous ai parlé de l'EMDR, donc j'avais déjà quelques idées sur la question. Et je me suis dit, certains d'entre eux sont déjà rompus à la rencontre en tête-à-tête ou en face-à-face, donc faisons différemment. Donc ce qui était novateur à l'époque, j'espère ne l'est absolument plus aujourd'hui. Donc j'ai dit oui, je veux bien essayer de faire ce que vous me demandez à l'administration pénitentiaire, mais à condition de ne pas être seule et à condition d'avoir accès aux pièces du dossier. C'est-à-dire avoir accès aux pièces pénales. Alors pourquoi j'ai voulu les choses comme ça à l'époque? Eh bien parce que je savais que dans les périodes où il faudrait que je les rencontre, ces sujets-là, j'allais en rencontrer 8 à 10 par jour. Et je savais que je ne suis pas toute puissante, omnisciente. Donc je savais que je serais soumise à des risques hypnotiques et pourquoi pas d'emprise très forts. Donc je voulais d'une certaine manière me protéger la mission qui m'incombait pour être le plus efficiente possible. Et ce que je voulais vous dire, c'est que certains, c'est très net, et d'autres, pas du tout. C'est-à-dire qu'avec certains, vous allez avoir l'impression qu'un échange est possible. Et quand on en rencontre 8 à 10 par jour et qu'on est épuisé de rencontrer des délinquants et ou des criminels, eh bien je peux vous dire que ça fait grand bien quand soudainement vous en rencontrez un avec qui il est possible d'échanger. Ah, en voilà un avec qui c'est possible de parler. Et là, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite à s'illusionner et à penser que lui, il a les capacités que d'autres n'ont pas et que donc lui va changer et en profondeur. Et donc là, j'insiste sur ce type de profil. C'est l'illusion d'un échange. Ça va très vite, sauf que dès qu'ils ont passé la porte, l'homéostasie reprend le dessus et c'est l'ancien fonctionnement qui reprend le dessus. Donc, surtout, ne jamais s'illusionner en matière de prise en charge d'agresseurs. Narcissisme troublé, égocentrisme, rigidité, ce qui est souvent décrit dans la littérature, c'est qu'il présente une impulsivité. C'est pas faux. D'ailleurs, chez certains, c'est très net, très visible. Chez d'autres, c'est là, mais à bas bruit. Et là, nous faisons souvent une confusion. Nous confondons impulsivité et incontrôlabilité. Ce n'est pas parce qu'il y a chez certains de l'impulsivité, une grande agitation intérieure, qu'ils ne peuvent pas et ne savent pas se contrôler. Attention à cette confusion-là qui nous embarque à penser avec eux que leur problème est de ne pas pouvoir se contrôler. En fait, je crois que ça parle d'une grande tension intérieure. Ce que vous pourriez retenir comme terme, c'est une tension intérieure et d'ailleurs, ça peut se repérer dans leur vocabulaire
Et ils utilisent souvent un vocabulaire très mécanique, qui en dit long d'ailleurs sur les problèmes émotionnels qu'ils présentent. C'est-à-dire que pour décrire d'une certaine manière les sensations qu'ils ont ou leur monde intérieur, ils utilisent du vocabulaire mécanique. Oh, Madame Tromeleux, à cette période-là, j'étais une cocotte minute. De toute façon, c'était sûr, hein, ça allait exploser. Un pneu prêt à éclater. Bon, etc., etc. Ce vocabulaire-là est assez caractéristique. Donc ça parle d'une tension intérieure, ça parle d'une impulsivité, et surtout ce dont ça parle, et ce que nous devons comprendre, c'est qu'ils identifient les choses, mais qu'ils ne traitent pas ces éléments comme méritant de l'aide. Ils ne traitent pas ces éléments comme nécessitant un soin. Nous, si nous sommes embarrassés avec quelques tensions intérieures, en principe, au bout d'un moment, on en parle autour de nous. En principe, au bout d'un moment, on va même en parler à son médecin traitant. Bon, et puis on va prendre quelques mois pour peut-être aller mettre un orteil chez le psy, mais ça va nous traverser. Ces personnalités-là ne demandent rien vis-à-vis de ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux. D'ailleurs, il y a un autre terme qu'il serait intéressant que vous connaissiez. C'est le terme subdépression. Les études, les travaux indiquent que ces sujets-là souffrent de subdépression. Alors là encore, quand on ne nous explique pas le terme, eh bien on fait avec sa représentation commune et on se dit « Oh bah tiens, c'est une dépression ». Alors là, je ne vous dis pas la catastrophe qui s'annonce, hein. Trouble narcissique. Si on fait avec nos représentations, on va tout de suite du côté du manque d'estime de soi, du manque de confiance en soi. Puis après, on voit le mot subdépression. Puis après, dans les expertises, on va même voir les termes angoisse d'abandon. Dans certaines expertises, et c'est pas faux, hein, on voit angoisse d'anéantissement. Mais alors, comment nous on fait après? Quelle représentation nous générons au sujet de ces sujets-là? Un manque de confiance? Un manque d'estime? Une angoisse d'abandon? Donc là, elle a dit qu'elle voulait se séparer, donc c'est bien normal qu'il réagisse comme ça. Et donc on se fait la représentation d'hommes en souffrance. Là encore, j'aimerais vous dire l'inverse. Ça fait plus de 20 ans que j'en rencontre. Mais ils ne disent pas qu'ils souffrent. Il n'y a pas de souffrance au sens où nous l'entendons. Alors la subdépression, c'est effectivement une forme de dépression, mais dont l'intensité est en deçà de la dépression, et surtout ce que nous avons à comprendre, alors je fais les choses de manière très raccourcie aujourd'hui, en peu de temps. Dans la dépression, ce que les sujets vont produire, ce sont des distorsions cognitives. C'est un concept pareil, très tendance, notamment au sujet des agresseurs et de la prise en charge des agresseurs. Les sujets vont développer des distorsions cognitives à leur propre sujet. Je ne suis pas à la hauteur, je suis nul, je suis en échec, je ne vaux rien, etc., etc. D'ailleurs, ça se confirme. J'ai postulé, je n'ai pas été retenue pour ce poste, donc ça confirme que vraiment je suis nulle, que je n'ai pas les compétences, etc., etc. Dans la subdépression, les distorsions cognitives qui vont se trouver produites sont produites au sujet de l'entourage ou du monde qui entoure, et non pas au sujet de soi. Et donc, c'est l'autre, c'est l'épouse, ce sont les enfants, qui ne sont pas à la hauteur, c'est l'employeur qui ne le sera pas non plus, c'est la femme magistrate qui ne le sera pas non plus, etc., etc. Et là, vous comprenez, j'imagine, là où j'en arriverai dans le propos, c'est qu'il n'y aura que très peu de pas à franchir pour ces sujets-là, à se donner le droit à la violence, à considérer que l'autre est méprisable et pas à la hauteur d'eux. Alors, au sujet de cette faille narcissique, quand elle fait le soubassement de la délinquance et de la criminalité, ce que nous pouvons nous représenter pour ne pas faire de confusion, c'est que les femmes et les enfants sont précipités dans cette faille. Oui, vous pouvez vous la représenter comme un gouffre.
dans laquelle un autre est précipité. Alors, au sujet de ces fameuses angoisses, abandon, dépendance, anéantissement, je pense qu'il est question d'angoisses anciennes. Probablement, ça parle des catastrophes que la plupart de ces sujets-là ont eu à vivre. Mais une fois que j'ai parlé de catastrophes qu'ils ont eu à subir, j'insiste sur un point. Cela ne peut pas complètement expliquer leur passage à l'acte violent et cela ne doit absolument pas déresponsabiliser ces sujets de leur comportement violent. J'attire aussi l'attention sur le fait que tous les sujets qui ont été victimes ne vont pas devenir des agresseurs. Mais j'attire l'attention sur le fait que chez la plupart des agresseurs, effectivement, il est retrouvé des parcours traumatiques. J'aurais pas vraiment le temps de développer cela aujourd'hui, mais quand même j'en parle là un petit peu. Il y a souvent des erreurs dans la chronologie de prise en charge, en tout cas à mon sens. Il est très tentant, en tant que professionnel du soin, de commencer à approcher ces sujets-là par les traumatismes qu'ils auraient eu à subir. Nous faisons une erreur. Souvent, ce qui fait la rencontre avec eux, c'est la condamnation. En tout cas, dans mon cas, c'est cela. C'est la condamnation. Ce qui fonde la rencontre, c'est cela. Pourquoi irais-je sur l'enfance maltraitée d'emblée? Et puis je vais y venir. Je vais vous parler des processus de clivage, car il y a un problème majeur chez eux, qui s'appelle le clivage. Eh bien, leur enfance, souvent maltraitée, est complètement clivée de ce qu'ils sont là dans leur actualité. Alors nous faisons une ânerie. Alors pour certains, à leur proposer l'hypothèse de traumatisme dans leur enfance, eh bien nous allons faire flop, nous serons complètement à côté, tellement ils sont clivés, et que ça ne se raccorde pas ni aux représentations qu'ils en ont de leur enfance, ni à la perception qu'ils ont d'eux-mêmes. Et alors, pour les plus problématiques, les mégalos, les paranos, les pervers, eh bien nous allons leur servir sur un plateau de quoi continuer à se déresponsabiliser, si ce n'est pas de quoi continuer à atteindre le ou les sujets victimes. Il y a un grand terme, pareil, il y a des tendances, les cibles thérapeutiques. Eh bien, ne nous trompons pas de cibles thérapeutiques en matière de prise en charge d'agresseurs. Il y a deux grands spécialistes en matière de criminologie qui s'appellent Andrew et Bonta et qui disent avec un peu d'humour, attention, parce que si on travaille sur l'estime de soi et la confiance en soi, on va faire des criminels confiants. Alors c'est dit avec humour, mais le risque, il est là. Parce que les agresseurs vont chercher des alliés tout le temps. Les agresseurs vont même forcer certaines personnes à être des alliés. Ils passent leur temps à faire de la coalition ou à créer de la collusion. Et donc la collusion, c'est toujours une entente tacite et secrète au détriment d'un tiers. Et nous pouvons en faire les frais. Nous sommes beaucoup plus souvent que nous le pensons instrumentalisés par les agresseurs. Alors, angoisse d'abandon, de dépendance et d'anéantissement. Moi, j'aime à me représenter qu'il s'agit probablement d'anciennes angoisses qui se sont chronicisées sous des formes délictuelles et criminelles. Et probablement que cette chronicisation sous forme de délit ou de crime explique le cycle des violences au sein du couple que vous devez connaître, que je ne vais pas détailler aujourd'hui. Et probablement cela vient de l'alternance de ces anciennes angoisses, mais qui sont chronicisées sous forme de passage à l'acte au moment où nous les rencontrons. Et donc ce que nous avons à comprendre, c'est qu'en fait il faut aller à la recherche de leur comportement de contrôle, de surveillance, de traque, de violence. Parce que quand ils sont soi-disant aux prises avec l'angoisse d'abandon, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est une mainmise par n'importe quel moyen, par n'importe quelle arme sur le sujet victime. Et quand ils savent qu'ils sont allés trop loin, ils vont réduire cela. Parce
qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Ils le font en conscience. Moi, tous les cas que j'ai à l'idée et dont je vous parle, ce sont des sujets qui ont été condamnés. Donc la justice n'a pas estimé qu'il y avait abolition du discernement. Donc ça veut dire que les passages à l'acte sont commis en conscience. Alors quand ils savent qu'ils sont allés trop loin, ils desserrent un peu les choses. Et par d'autres moyens, quelque part, ils vont intimer à la victime de se rapprocher de nouveau. Là où elle était peut-être même au bord d'un départ, tellement les violences étaient allées loin. Donc par d'autres stratégies, ils l'intiment à se rapprocher de nouveau. Mais eux, cette proximité, dans le fond, ils ne la supportent pas. Parce qu'ils ne supportent pas d'être dépendants d'un autre pour leur équilibre. Et de nouveau, la violence se réexercera. Je pense que c'est uniquement cela que nous avons à comprendre dès lors que nous voyons angoisse d'abandon et de dépendance. Et peut-être je vais insister sur l'angoisse d'anéantissement. Parce que celle-ci, si on la voit écrite dans une expertise, eh bien, ça veut dire qu'il nous faut déployer une très grande vigilance, une très haute vigilance, parce que l'angoisse d'anéantissement ancienne, mais chronicisée sous de très mauvaises formes, va donner lieu à des scénarios de vengeance. J'estime que tu m'as atteint. Je suis sûre que tu m'as atteint. Alors, je vais t'atteindre. Et le bout du bout étant bien sûr les féminicides et ou les infanticides. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Donc je vous ai parlé du problème narcissique. J'espère que vous en aurez une autre lecture à partir d'aujourd'hui. Alors les troubles de l'attachement, bon, j'ai pas le temps de développer. Les travaux de Bowlby et de Ainsworth sont très aidants en la matière. Il est certain que les agresseurs présentent des troubles de l'attachement. C'est-à-dire que si vous êtes un petit peu en difficulté pour concevoir que le mari violent est forcément très en difficulté dans sa parentalité, eh bien revisitez les travaux sur les troubles de l'attachement à la lumière de ce que je vous raconte aujourd'hui sur délinquance et criminalité. Donc ce dont la femme va faire les frais, les enfants vont en faire les frais aussi, puisque ces individus-là ne supportent pas la différenciation, ne supportent pas l'autonomisation. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'au cours du développement de l'enfant, il est nécessaire qu'il y ait des phases d'autonomisation, de différenciation, d'opposition. Alors, le clivage. Il y a des processus de clivage puissants chez les agresseurs. Alors, c'est un peu raccourci sans doute de le présenter comme ça, mais je vais quand même vous le dire comme ça. Certains passent d'une idée à une autre, et encore à une autre, et encore à une autre. Certains passent d'une émotion à une autre, et encore à une autre, et encore à une autre. Si vous continuez à travailler avec le concept de neutralité bienveillante, attente de la demande, etc., eh bien, vous observerez, vous laisserez passer, vous ne direz rien. Là où, en matière de prise en charge agresseur, il est essentiel de dire « Attendez, je vous arrête. Vous êtes passé de là à là, je n'ai rien compris. Quel est le lien? Expliquez-moi. » Vous étiez calme. Soudainement, vous êtes hyper agité. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je ne vous parle pas d'interprétation. Je dis qu'il est essentiel de dire ce que l'on voit. Parce que ces processus-là ont comme fonction de vous détourner du sujet et surtout de vous détourner du problème. Alors déjà qu'on n'est pas très familier du questionnement systématique, alors avec des agresseurs qui fonctionnent comme ça, je ne vous dis pas, on est très vite détourné du questionnement systématique. Alors questionnement systématique, pas pour savoir s'ils ont été victimes, pour savoir ce qu'ils ont commis, comment ils se comportent, et surtout pour ne pas se laisser abuser, parce que je vais y venir. Là, ce que je commence à vous décrire, c'est de la communication abusive. Alors, il y a aussi, je pense que ça entre dans le champ du clivage, quand ils concèdent à commencer à parler des faits qu'ils ont commis, vous avez entendu ce que j'ai dit, quand ils concèdent à commencer à parler
des faits qu'ils ont commis. Ils ne diront pas le quart de ce qu'ils ont commis. Ça aussi, si on pouvait travailler avec ce postulat de travail, ce serait beaucoup mieux. Hein. Les travaux mettent en évidence que l'on ne peut pas se fier à leurs déclaratifs. Ce serait fondamental qu'une bonne fois pour toutes, nous intégrions cette notion-là. Et donc, ce que je remarque, quand ils commencent à parler, eh bien, l'émotion, au moment où ils commencent à parler, ou le comportement, n'est absolument pas concordant à la gravité de ce qu'ils commencent à partager, si je puis parler ainsi. Donc, c'est souvent une émotion impassible, indifférente, froide, ou alors c'est un ton ordinaire, un non-verbal désuet, je ne sais même pas comment le qualifier. Certains vont avoir un petit sourire en coin, d'autres vont avoir le regard qui pétille. Et là encore, il est nécessaire de dire ce que l'on voit. Tiens, au moment où vous commencez à me parler des faits pour lesquels vous êtes condamné, vous avez le regard qui pétille. Vous avez pensé à quelque chose? Vous ressentez quelque chose? Et il est nécessaire de ne pas lâcher. Le travail sur le non-verbal est fondamental. Alors parfois, parce qu'il y a plusieurs profils, eh bien parfois ces processus de clivage ou de discordance, hein, parce que donc là je vous parle d'émotions qui ne concordent pas avec la gravité, notamment des faits qu'ils ont commis, ou je vous parle de posture, ou parfois même de tenue vestimentaire qui ne concordent pas avec ce pourquoi ils sont là. Eh bien parfois ça ne s'observe pas de manière aussi visible que je suis en train de vous le dire. Mais nous pourrions avoir accès à cette information à leur sujet si nous prenions notre téléphone et si nous travaillons en réseau et de manière pluridisciplinaire. Et si on prend le téléphone et qu'on essaie de savoir, tiens, comment ça se passe pour tel autre professionnel dans la prise en charge ou dans la rencontre de ce sujet-là, bien là on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que ce sujet-là, il va se présenter de telle manière à l'école. Ce sujet-là, il va se présenter de telle manière au médecin. Ce sujet-là, il va se présenter de telle autre manière à Linda Tremeleux. Ce sujet-là, il va encore se présenter d'une autre manière. Alors là, il est charmant. Là, il est mutique. Là, il est hostile. Là, il est attaquant. Là, il est compliant. Là, il est dans une collaboration. Et tant qu'on n'est pas formé à ces sujets-là, ou tant qu'on n'a pas suffisamment entendu parler de la dissociation. Alors, est-ce que c'est juste d'envisager que la dissociation pourrait se chroniciser en clivage? Hypothèse. Tant qu'on n'est pas suffisamment formé à cela, qu'est-ce qui se passe? On a tendance à se fier, et d'ailleurs, on a raison, on se fie à nos perceptions. Et moi, j'ai vécu comme ça des réunions ubuesques où chacun défend son bout de gras d'une certaine manière et sa perception. Le drame, c'est que souvent, il est question de droit de visite, de droit d'hébergement, etc., etc. C'est-à-dire, il va être question de choses fondamentales au sujet des enfants, et puis il va être question de choses fondamentales au sujet de l'avenir de ces femmes. Là où, si nous pouvions nous rassembler sur « Ah, c'est peut-être de la dissociation chronicisée en clivage », eh bien, dans le fond, là, tout le monde a raison. Et ça parle de quoi? Ça parle de personnalité et surtout de fonctionnement extrêmement complexe. Extrêmement complexe. Et surtout, ça parle déjà de stratégie. Parce que la personnalité est déjà un fonctionnement et c'est déjà une stratégie d'invisibilisation. Parce que le temps que ça va nous prendre pour concevoir qu'il est question d'une personnalité complexe et probablement d'un agresseur, eh bien, il continue à occuper le terrain, le territoire, etc., etc. Alors, une autre grande caractéristique de leur personnalité et de leur fonctionnement, c'est le renversement dans son contraire et l'inversion projective de la faute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils invoquent systématiquement, puisque moi, quand je les rencontre, ils sont condamnés, donc ils ne peuvent pas réfuter le fait qu'ils soient condamnés. Alors ils vont tourner, ils vont faire des grandes circonvolutions. Ils tournent autour du problème, et puis si ça pouvait nous donner le tournis, ça les arrangerait. Et ils vont invoquer sans arrêt des causalités extérieures.
Alors, c'est le stress au travail, c'est le problème avec l'employeur, c'est la perte d'emploi, c'est les problèmes financiers, c'est les désaccords. Alors ça, c'est souvent. C'est les désaccords au sujet de l'éducation des enfants. Et alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On y voit du conflit parental. Alors ça, on est fort. Hein. Alors en matière de diagnostic de conflit parental, mais qu'est-ce qu'on est bon? Bon, je suis un peu cynique là. Hein. Et là, moi, je vous réfère aux travaux du professeur Herzog-Evans. Vraiment, elle fait un travail depuis des années en matière criminologique qui est fondamental. Elle a recensé tous les travaux scientifiques en la matière. Et qu'est-ce qu'elle nous transmet? Eh bien que dans les cas de violence, alors je pense qu'il est question des cas où il y a eu condamnation, mais bon, c'est pareil, hein, ça peut se ramener aux situations où il n'y a pas eu de condamnation. Enfin, moi, je vous invite plutôt à travailler dans ce sens-là. 3/4 des situations sont des situations dans lesquelles il y a de l'emprise et du contrôle coercitif. 3/4 des situations. Il y a 1/4 où peut-être il est question de violence réciproque. Et ça devrait être aussi remis en question par des études plus poussées sur le sujet, parce qu'il est fort probable que ce chiffre pourrait être abaissé. Donc en fait, nous traitons la plupart des situations comme du conflit parental, là où nous devrions traiter la plupart des situations comme étant des situations dans lesquelles il y a de la violence. Ça, ce sont les chiffres, hein, c'est statistique. Hein. Ce n'est pas depuis mon expérience clinique subjective, pourrais-je dire. Alors évidemment, dans ces causalités extérieures, ils vont invoquer le comportement inadapté de l'épouse. Le comportement inadapté aussi de la belle famille. Moi, ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est que si on les écoute bien, on peut comprendre très vite, ou identifier plutôt, parce que comprendre, ça impliquerait de s'identifier, donc ça, c'est pas une bonne chose. En tout cas, on peut identifier que c'est la culture du « c'est pas moi, c'est l'autre ». C'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est l'autre. Et ce que nous avons, je pense, du mal à faire, c'est de concevoir que l'intrafamilial se trouve saturé de cette doctrine qui endoctrine. Les femmes vont subir quotidiennement cette paralogique du « c'est pas moi, c'est l'autre ». Et les enfants en font les frais aussi. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'intéresser à l'insertion professionnelle, à la résolution des dettes. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Hein. En criminologie, ça s'appelle les facteurs de protection. Donc évidemment qu'il faut travailler à leur insertion, à leur formation, blabli, blabla. Mais je suis en train d'essayer de vous transmettre que nous ne pouvons pas nous permettre de partager avec eux l'idée selon laquelle c'est parce qu'il y a perte d'emploi qu'il y a violence. Sinon, nous avons du souci à nous faire pour la société. Parce que les problèmes avec la belle famille, mais on en a tous, non ? Bon, ben alors on a de l'inquiétude à se faire pour notre société. Nous allons tous devenir violents alors, puisqu'il n'y a qu'un pas à franchir. Parce que le risque, il est là, je vous le transmets avec humour, mais le risque, il est vraiment là, d'être soumis, oh là, il ne me reste pas beaucoup, à un risque hypnotique qui va nous empêcher de penser que la violence, la transgression, l'infraction, elle est unilatérale. Et elle vient d'eux. Et ce que nous aurons à rechercher, c'est qu'est-ce qui fait la racine de ces comportements violents. Et la racine, elle est à l'intérieur d'eux, elle n'est pas ailleurs. Alors, quand même quelques mots sur la communication abusive, que vous devez connaître. Ils minimisent, ils banalisent, ils répondent à côté, ils vous répondent par une question. Bah, vous savez bien, Madame Tromeleux. Alors, s'il vous plaît, vous n'allez pas m'inclure dans votre pensée, monsieur.
Parce que ça sous-entendrait que j'en connais quelque chose des baffes, par exemple. C'est immédiatement abusif, hein, la rencontre avec ces sujets-là. Hein. Faut pas se raconter autre chose. Hein. Donc, la communication abusive, c'était une petite baffe, une bonne baffe, une petite giflette, une petite poussette, une petite gorgette même, Tromeleux. Je sens, monsieur, que petite et gorgette, ça va pas du tout ensemble. Mais vous allez m'expliquer de quoi il est question. Et là, le monsieur, il fait le geste. C'est ça, une gorgette. Et quand c'est bien fait, ça laisse pas de traces, ajoute-t-il. Voilà. C'est une façon aussi de vous parler chez certains de leurs aspects tout à fait provoquants, ironiques, cyniques. Ils sont dans un jeu. Bon, vous pouvez repérer tout cela. Ils ont l'art de la diversion, l'art de répondre à côté, l'art de vous poser des questions. Certains vont vous dire des choses aberrantes comme « Alors vous, Madame Tromeleux, vous voilà maintenant. Ah, c'est maintenant que vous arrivez. » Alors la communication abusive, c'est nécessaire de la repérer pour immédiatement la stopper. Immédiatement leur demander de reformuler les choses, de formuler autrement, de leur faire remarquer ce qu'ils sont en train aussi de nous faire vivre. C'est fondamental, sinon ils vont abuser de notre vigilance et de notre confiance. Évidemment, s'ils font cela avec nous, ils le font à la maison 10 000 fois plus que ce qu'ils font avec nous. Linda Tromeleux, je suis désolée, c'est vraiment pas le meilleur rôle que j'ai aujourd'hui, mais il va bientôt être l'heure que vous alliez prendre votre taxi. Oui. Si vous aviez une dernière chose à nous dire. Oui, oui, j'ai encore des petites choses à vous dire. Une grande caractéristique, c'est qu'ils sont secrets. On pourrait penser qu'ils ont un rapport pathologique tant à la vérité qu'au secret, d'une certaine manière. D'où la nécessité de travailler avec les pièces pénales. Je suis horrifiée. J'espère que ce n'est pas le cas sur Nantes. Il y a 10 ans, moi j'avais le sentiment d'avoir toutes les pièces dans le dossier pénal. Aujourd'hui, je suis en galère de chez galère pour avoir les pièces dans le dossier pénal. Ça veut dire quoi ? Parce que moi, qu'est-ce que je recherche dans le dossier pénal ? Mais en fait, ce que je cherche, c'est à avoir accès aux déclarations de la victime, puisqu'on sait qu'il ne faut pas se fier aux déclaratifs des auteurs, puisqu'on le sait qu'ils vont fonctionner avec de la communication abusive, puisqu'on sait qu'ils ne vont pas parler des tentatives de strangulation, d'étouffement, ils ne vont pas non plus parler des chantages, ils ne vont pas parler des menaces de mort à l'endroit de leur épouse ou à l'endroit des enfants. Ils ne vont pas non plus parler des menaces de suicide qu'ils ont prononcées soi-disant à leur endroit, mais dont vous savez qu'il faut aujourd'hui concevoir les menaces au suicide comme de la menace de mort. Ils vont d'abord s'en prendre à leurs femmes et aux enfants. Éventuellement, ils vont s'en prendre après à eux-mêmes. Mais donc, il ne faut plus travailler avec la représentation du pauvre monsieur mélancolique qui va se suicider. Ça maintenant, en principe, on le sait aujourd'hui. Donc ils sont secrets, ils ne diront pas le quart. Et nous, si nous voulons faire un travail efficient, nous devrions avoir ces pièces pour ramener du réel, de la réalité. Et aussi, parce qu'il est un risque à travailler avec les agresseurs, bien le risque c'est d'oublier les victimes. Donc à travailler aussi à partir des déclarations de la victime, c'est incarner la victime là où toute la stratégie de l'auteur, c'est de désincarner, déshumaniser, désobjectiver les sujets victimes. Donc ça me semble fondamental. Ce sur quoi j'aimerais terminer. Puis alors là, je m'aperçois qu'il y a plein de choses que je n'ai pas dites, mais bon. Sur le plan des modes opératoires ou des passages à l'acte, c'est toujours un continuum. Évidemment que vous allez en rencontrer plein qui vont essayer de vous faire croire que c'est parce que ce soir-là, il y a eu une soirée avec les copains, qu'ils ont été trop alcoolisés. Alors l'alcool désinhibe, certes, mais c'est une circonstance aggravante, je le rappelle parce qu'on l'oublie trop souvent, mais l'alcool n'explique pas la racine du comportement violent. Ça peut éventuellement expliquer une désinhibition, mais pas la racine.
Et donc, ce que l'on sait, c'est que c'est toujours un continuum de violence. C'est comme ça qu'il y a lieu d'approcher les choses. Ça n'est pas l'éclat d'un soir, là où tous veulent essayer de nous faire croire que c'était juste un soir. Là où la plupart d'entre eux veulent essayer de nous faire croire qu'ils sont séparés de la femme. Plus de problème, puisque c'était elle le problème. Et là, comme ça, je me souviens de l'un d'entre eux qui n'avait pas l'obligation pénale de participer à un collectif de prise en charge. Ça faisait 3/4 d'heure qu'il nous faisait tourner en rond, puisqu'ils n'ont pas de demande, ces sujets-là. Ils ne veulent pas aller rencontrer un psychologue, ils ne veulent pas être immergés dans des groupes de responsabilisation, d'où la nécessité d'ailleurs qu'ils soient condamnés à des obligations pénales de soins et de participation à des groupes de parole. Et je me souviens de l'un d'entre eux qui nous faisait tourner en rond. Et là on se disait, mince, il n'a pas l'obligation, on ne va pas pouvoir aller le chercher et le mettre dans le groupe. Et j'étais pas encore très familière du non-verbal, j'osais pas encore de trop. Il avait une énorme balafre. Et depuis le début, je me disais comment je vais lui parler de cette balafre qu'il a sur le visage, qui n'était pas des moindres. Parce que moi, j'avais été formée à « tu vas pas trop vite, trop fort. Tu restes au fond de ton fauteuil, tu dis pas grand-chose. » Alors au bout d'un moment, je lui dis « pardonnez-moi, vous avez une cicatrice importante. Est-ce que je peux vous demander ce qui vous est arrivé ?» C'est pas de l'intrusion, hein. Vous êtes d'accord avec ça? De toute façon, c'est s'intéresser à la personne. Puis là, vous allez voir, c'est intéressant. « Oh, ça c'est dans mon couple précédent. Une dispute éclate, elle attrape un couteau et voilà le résultat. » Travailler avec le non-verbal permet d'avoir accès à des pans de leur personnalité et de leur histoire, qui, en l'espèce, a permis à ce que cet homme accepte de participer au dispositif de prise en charge. Parce que là où pendant 3/4 d'heure il nous avait dit « je ne suis plus avec elle, il n'y a plus de problème, je ne suis plus violent », là, nous, ça nous a permis de lui dire « écoutez, monsieur, vous venez de vous contredire, et là, ce que vous décrivez n'est absolument pas une dispute, n'est absolument pas un conflit. Dans un conflit, il n'y a pas du coup de couteau. Donc nous, on s'interroge sur votre comportement. Et on s'interroge sur le comportement que vous avez eu qui a précédé le fait que votre ancienne compagne ait attrapé un couteau. » Et je vais vous laisser sur une modélisation qui est une modélisation tout à fait sérieuse, qui nous vient de Finn Keller. Finn Keller, dans ses travaux, met en évidence qu'il y a toujours des étapes qui précèdent les passages à l'acte violents, voire les passages à l'acte les plus violents. C'est-à-dire que dans le mode opératoire, dans le processus, et c'est ça que les cibles thérapeutiques devraient aller rechercher et mettre au travail. Et là, je peux vous référer aux travaux de Ciavaldini sur les agresseurs sexuels, mais qu'on peut utiliser pour prendre en charge les auteurs de violences au sein du couple. Eh bien, en fait, la première étape, c'est l'idée de violenter. C'est l'idée d'atteindre. Il y a bien l'idée de violenter l'autre qui émerge. Donc déjà, il y a l'idée. Alors, les anglo-saxons parlent beaucoup de motifs, de motivation. Le prétexte, lui, c'est déjà un enrobage de cette idée-là. Par exemple, l'alcool, ou le comportement inadapté, ou le stress au travail, ça c'est du prétexte. Et ça vient masquer l'idée première. Donc ça c'est la première étape, c'est l'idée de la violence qui émerge. La deuxième étape, parce qu'ils vont faire du saut de haie à l'intérieur d'eux-mêmes, ils vont franchir ce qu'on appelle les inhibiteurs internes. Parce qu'en fait, à l'intérieur de nous, et même eux, ils ont des inhibiteurs internes. Des règles, des principes, des valeurs, l'éducation, la loi, avec un grand L. Eh bien, ils vont franchir tout cela. Et il y a des travaux, notamment ceux de Stéphane Joulin, qui ont mis en évidence que franchir toutes ces étapes-là, ça se fait notamment en produisant des distorsions cognitives, c'est-à-dire des idées erronées, pour faire coexister une idée valable ou légitime, là où tout le monde sait que la violence est complètement illégitime. Et puis, ils vont franchir l'étape d'après, qui est de contourner les inhibiteurs externes. Alors les inhibiteurs externes, c'est vous, c'est moi, c'est les amis, c'est la famille, et c'est notamment pour cela qu'ils vont isoler les sujets victimes. La dernière étape étant celle de vaincre les résistances de la victime. Mais j'insiste, tout cela se fait par prise de décision successive. Et tout cela va se faire dans le champ de la conscience.
C'est pour cela qu'en matière de cibles thérapeutiques, nous devons pendant des mois, si ce n'est pas des années, travailler à la mise en évidence de ces étapes et des processus sous-jacents au passage à l'acte. On ne doit sûrement pas ni travailler l'estime, ni la confiance, ni que sais-je. Et j'aimerais vous laisser sur une idée, notamment en matière de prise en charge de victimes. Quand nous prenons en charge les victimes, nous devons à tout prix nous demander où est l'agresseur. Et là aussi, je vous réfère aux travaux de Stéphane Joulin. Stéphane Joulin, il explique très bien que les agresseurs vont tester les murailles autour des sujets victimes. On croit très souvent qu'une fois que les enfants sont placés, ils sont protégés. Et on oublie d'ailleurs qu'il faudrait un traitement pénal de l'infraction. Sauf que si on se réfère aux travaux de Joulin, on sait que les agresseurs, ils vont tester les murailles avant et ils vont tester les murailles après. Et ça, c'est valable vis-à-vis des femmes et vis-à-vis des enfants. Et là encore, si on prend notre téléphone et qu'on cherche à savoir quelle est la condamnation pour ceux qui ont été condamnés, quelle est la condamnation et quelles sont les obligations pénales de ces agresseurs, eh bien, on s'apercevrait, beaucoup plus souvent qu'on ne l'imagine, qu'ils ne respectent pas leurs obligations pénales et qu'ils continuent à forcer les victimes à être en contact. Et là encore, je vous le rappelle, nous sommes soumis à la loi. Nous devons faire remonter ces informations. Parce que si le juge d'application des peines ou si le juge des détentions et des libertés n'a pas cette information-là, il ne peut pas agir. Là où il y a des moyens d'agir. Merci, il faut que j'aille prendre mon taxi. Merci beaucoup Linda Tromeleux pour cette intervention passionnante. Je ne sais pas vous, mais moi ça a ouvert plein de portes. Alors on aurait adoré vous garder pour la séance de questions-réponses, mais voilà, vous avez votre train. Donc merci beaucoup d'être venu malgré un quotidien particulièrement chargé.